Hello, hello Sandrine et bienvenue. Merci pour ta présence aujourd'hui. Comment vas-tu? Je vais bien, Flo, et toi? Ça va super. On est trop heureuse de te retrouver pour le sommet Think Big. C'est une grande occasion et c'est un Merci. honneur de pouvoir te recevoir. Merci beaucoup, j'apprécie. Tu te connectes d'où Je, aujourd'hui? suis je suis à Lyon, je suis chez moi à Lyon, puisque les entraînements ont repris Ah avec oui, Estelle. Voilà. d'accord. Donc on va aller chercher un titre cette année, j'espère. Le Oui, challenge. c'est ça, c'est ça. L'idée, c'est d'aller chercher le championnat de France et la Coupe de France, donc 2 titres. Ok. Bon. Sacré challenge, des grands Ouais, accomplissements. exact. Sandrine, tu es ce qu'on appelle véritablement une championne. Et aujourd'hui, tu parles à une audience de femmes qui sont ambitieuses, qui ont envie d'aller chercher des championnats dans leur propre domaine, si je peux le dire, qui ont de grandes ambitions, autant professionnelles que personnelles. Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir atteindre un tel niveau d'excellence? Quels sont les éléments clés qui t'ont permis d'avoir une carrière aussi impressionnante? Écoute, Flo, moi, il y a 3 éléments clés qui m'ont aidé à arriver jusqu'ici. Alors, premièrement, ma discipline, ma détermination, pardon, et le dépassement de soi. Donc, ces 3 éléments pour moi ont été essentiels. Alors, souvent les gens me demandent: «Mais, OK, la discipline, qu'est-ce que c'est, quoi?» La discipline, c'est en fait la constance, que nous pouvons avoir sur un projet ou une action donnée. La détermination, quant à elle, c'est pour moi une énergie en fait, qui prend naissance avant ses 14 ans. Donc souvent, en fait, les personnes ayant vécu des instabilités émotionnelles avant leurs 14 ans sont des personnes qui pourraient qui en tout cas ont les clés pour transformer cette énergie qui, à la base, est plutôt, triste, j'ai envie de dire, en une force. Mhm. Ensuite, quand on parle de dépassement de soi, c'est aussi, en fait, la volonté de se remettre en question, de vouloir, toujours, on va dire, repousser, le niveau de performance. Mhm. Mais justement, ça c'est quelque chose qui est nécessaire quand on est dans le domaine du sport. Mais pour ceux qui ne savent pas vraiment à quoi ça ressemble un quotidien de sportif comme le tien, et où tu dois faire preuve de discipline, de détermination, de dépassement de soi constamment, est-ce que Mmh. tu peux un peu nous décrire à quoi ressemble ton quotidien justement de discipline, autant pendant la saison, donc en ce moment par exemple, mais aussi pendant tes saisons de repos, si on peut dire ça comme ça. Ouais. Alors, c'est vrai que pendant la saison, alors ici à Lasvel, nous avons donc 2 matchs officiels par semaine. Le Ok, mercredi en Euroleague et le samedi en championnat de France. ok. Une semaine type, je dirais, 2 entraînements le lundi, un entraînement le mardi, un le mercredi, jour de match, jeudi un, vendredi un ou 2 en fonction, samedi jour de match, dimanche repos. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, ça fait à peu près, 7 entraînements par semaine et 2 matchs. Et deux matchs. C'est Donc intense. c'est intense, c'est plutôt intense, mais c'est vrai que c'est essentiel parce que bon, ben, l'adversaire, change, tous les 3 jours et donc il faut aussi qu'on puisse, on va dire, jouer intelligemment. Mhm. Ensuite, donc sans enfin, hors, compétition, je m'entraîne donc soit seule, soit avec un coach ou encore en équipe de France parce que c'est vrai qu'au final, les temps off se font rares. Hem, En équipe de France, c'est encore une autre histoire parce qu'on s'entraîne, bon, tous les jours, 1 à 2 fois par jour. Mais là, j'ai envie de te dire, on n'a pas forcément beaucoup de matchs de préparation, donc voilà, ça s'apparente plus à des camps d'entraînement qu'autre chose. Mhm. Après, quand je suis seule, je dirais un entraînement par jour. Alors, j'observe quand même un temps de repos, hein, parce que le repos est très important pour Mhm. garder un équilibre et garder de la fraîcheur, justement. Mais voilà. Waouh, ça fait beaucoup. Donc, Oui. on est sur, actuellement, là, tu es sur 7 entraînements par semaine, 2 matchs. Et en dehors des entraînements et des matchs, à quoi ressemble ton quotidien, ton hygiène de vie? Qu'est-ce que tu fais du reste de ton temps? Tu dors? J'aurais dormi. C'est vrai, je dors beaucoup. J'aime beaucoup dormir. Donc, je dors, mais bon, après, j'ai d'autres casquettes, d'autres responsabilités. Notamment, je suis donc présidente d'association depuis Mhm. maintenant donc 4 ans, quasiment. Et donc, ben, le reste de mon temps, je me concentre justement sur, les actions qu'on mène à la Martinique. Donc, Mhm. voilà, j'ai une équipe performante sur place, mais qui a encore besoin, on va dire, de mon veto sur certaines décisions à prendre.
Tout à fait. Et Mhm. du coup, au terme de ton hygiène de vie au quotidien, donc on a parlé de l'importance du sommeil, que tu dors beaucoup, parce que c'est le thème qu'on aborde vraiment en ce moment, c'est la santé, autant mentale, physique, mais aussi le bien-être. Mhm. Quelles sont les autres habitudes que tu dois pouvoir conserver pour pouvoir rester au top de ta forme? Alors l'alimentation, déjà, c'est un phénomène qui est, on va dire, courant, hein, tout le monde mange, hein, tous les jours, mais il y a manger et manger, donc il faut aussi bien se connaître pour pouvoir ingérer les aliments nécessaires à notre énergie vitale. Mhm. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, en termes de récupération, il y a certes le sommeil, mais il y a aussi l'hydratation. Mhm. Et il y a aussi, on va dire, tout ce qui est récupération douce, comme les massages, la cryothérapie. Et puis après, il y a aussi les petits gestes que nous devons avoir. C'est-à-dire Mhm. que au moment d'un PET, il faut aussi pouvoir être assez réactif pour pouvoir se soigner tout de suite et ne pas laisser la douleur s'installer. Ça, c'est Mhm. important, le niveau de réactivité. Et puis, des petits gestes comme par exemple sur les longs voyages, porter des bas de contention, etc. Mmh. Alors, il y a plusieurs choses que tu as abordées. Je ne sais pas dans quelle langue je veux aller. Parlons de la récupération, parce que pour moi, c'est un sujet très compliqué. Aujourd'hui, on parle à une audience de femmes qui sont déterminées. Certaines sont entrepreneurs, certaines sont cadres, certaines ont de grandes ambitions. Elles veulent changer leur vie, disons, en 2024. Mhm. Et un des constats que j'ai pu faire, c'est cette notion du repos, de la récupération, qui est très, très compliquée pour certaines. Moi, la première, en 2023, ça a été un de mes grands challenges. J'ai réalisé que je ne savais pas me reposer, je ne savais pas récupérer et prendre soin de moi. Et c'est aussi ce qui a inspiré le thème de ce sommet. Est-ce que tu peux m'en dire plus, toi qui as un niveau de performance hyper élevé, Mhm. en quoi est-ce que la récupération est essentielle ou même vitale et quelles sont les conséquences justement qu'on néglige cette partie-là? Alors, la récupération est essentielle pour garder une fraîcheur mentale et physique. Mhm, Euh, Clairement, si on ne prend pas soin de notre énergie vitale, on court au burn-out ou à tout type de dépression. Voilà. Euh, c'est simple, quand on est fatigué, on est moins lucide, on est moins clairvoyant. C'est comme ça. Donc, l'idée, effectivement, c'est de pouvoir bien se connaître pour qu'on puisse optimiser nos temps dits de repos. Euh, mhm, Quand je dis temps de repos, c'est de temps justement en dehors de nos activités professionnelles. mhm, Alors, il y a plusieurs, ça prend plusieurs formes, hein. Ça peut être, par exemple, il y a des gens qui dorment que 6 heures par nuit, il y en a qui dorment que 3 heures, mais qui se couchent plutôt tôt. mhm, Il y en a pour qui la sieste est encore importante. Euh, il y en a pour qui ça peut être aussi, on va dire, un repos sonore. C'est simplement, on va dire, méditer, s'isoler du bruit. Ça, c'est mhm, important également, parce que ça fatigue. Ce à quoi je peux penser là tout de suite, c'est vrai que, en tout cas, tout outil qui pourrait nous permettre, on va dire, de faire un retour au calme. Ça, c'est essentiel. mhm. Retour au calme. Et Mhm. justement, tu travailles dans un sport collectif. Quand tu regardes par exemple tes coéquipières à l'ASVEL, est-ce que chacune, vous avez vraiment des formes de récupération complètement différentes ou il y a des choses en commun que chacune fait? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que des fois, on se dit qu'il y a un modèle parfait à appliquer, Mhm. or que ce n'est pas forcément vrai en fait. Non, parce qu'en fait, on a des organismes différents. Moi, personnellement, c'est vrai que la sieste est encore importante. Donc, je Mhm, fais la sieste dès que je peux, à raison d'une à 2 heures de sommeil. Le soir, je préfère me coucher à tôt, c'est-à-dire entre 22 et 23 heures. C'est vrai mhm, qu'en fait, j'ai constaté que dans ce créneau horaire-là, je récupère davantage. Quitte à me réveiller à 6 heures du matin, mais mhm, je récupère davantage. C'est un sommeil beaucoup plus qualitatif. Donc mhm, après, il faut chercher à se connaître, en fait. Il faut pas essayer de faire comme tout le monde, à se coucher peut-être à minuit ou 1 heure du matin. J'ai des copines qui le font et qui mhm, arrivent le lendemain à être performantes. Mais parce mhm. qu'en fait, on a des organismes différents. Tout à fait. Et justement, c'est un mot-clé que tu répètes depuis tout à l'heure et qui a une importance particulière pour toi, c'est la connaissance de soi. Mhm. C'est un sujet que tu abordes notamment dans ton association Jeux et Enjeux. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'association, pourquoi tu l'as créée et cette idée de la connaissance de soi pour les jeunes que tu accompagnes, comment elle est venue? Oui. Alors, j'ai créé une association qui s'appelle donc Jeux et Enjeux, qui est basée à la Martinique et nous œuvrons pour la jeunesse martiniquaise.
J'ai mis en place une action qui tourne autour du développement personnel juvénile. Qu'est-ce que le développement personnel? C'est effectivement avoir une meilleure connaissance de soi, des autres et de son environnement. Donc, c'est vrai que pour moi, c'est essentiel parce que c'est la clé de tout équilibre, tout simplement, de tout équilibre. Et c'est vrai que plus tôt on acquiert ces outils-là, et mieux on sera à l'âge adulte. Donc, l'idée, c'est d'en faire justement des adultes aguerris demain. Alors, c'est pas que ça, parce qu'en fait, par exemple, là, cette année, on va lancer un nouveau programme qui sera plutôt, lui, axé sur les parents. Parce que la réalité de ce que nous, on constate, c'est que c'est une chose d'aider l'enfant, mais aider le parent aussi est essentiel. On n'apprend pas forcément à être parent, on le devient, on fait comme on peut. Il y a des connaissances qui sont, on va dire, transmises de mère en fille, mais en même temps, on va dire, on vit dans une autre dimension. On vit plus, en fait, à l'époque de nos parents. Donc, c'est assez particulier. Je rencontre beaucoup de parents qui sont un petit peu démunis, qui me posent des questions justement sur comment faire. Moi, je ne suis pas mère, mais par contre, je mets à leur disposition des professionnels. Voilà, et c'est ce que je mettrai à leur disposition des professionnels, parce que c'est un petit peu ça l'objectif. Donc voilà ce qu'on fait. Depuis le début, on a touché à peu près 40 enfants. Ça s'articule comment? Sur des stages, donc des stages qui se composent donc un stage qui s'étend, on va dire, sur 22 journées, plus précisément, et qui se compose de 8 ateliers. Alors cette année, nous avons 5 ateliers éducatifs et 3 ateliers sportifs. Dans les 5 ateliers éducatifs, nous avons de la méthode 3C, de la psychologie, des finances, de l'art-thérapie, de l'éloquence également. Et puis, sur les 3 ateliers sportifs, nous avons de la natation, de l'athlétisme et du basket. Waouh, c'est vraiment un programme complet et qui parle vraiment du développement de l'enfant dans son total, quoi. Mais du coup, est-ce que c'est quelque chose que tu as créé pour pouvoir répliquer ce que toi tu as reçu en étant jeune, ou bien ce que tu aurais aimé avoir comme outil à l'époque? Qu'est-ce qui a motivé cette création? Ce que j'aurais aimé avoir, ce que j'aurais aimé avoir. Alors bien sûr, mes parents ont fait ce qu'ils pouvaient avec les connaissances qu'ils avaient, mais c'est vrai que je suis partie de la Martinique à 15 ans, et c'est vrai que je n'étais pas outillée pour pouvoir vivre en autonomie. J'ai dû apprendre ces notions-là avec le temps, et donc je me suis dit que il serait intéressant que je puisse les transmettre aux jeunes qui, peut-être comme moi, partiront à 15 ans ou plus tard, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, un enfant sur 4 quitte la Martinique à 18 ans. Donc, il faut les outiller, il faut les aider. Tout à fait. On a un parcours similaire en ce sens, et la notion de mentorat aussi, je trouve ça très intéressant, puisque à l'époque, même moi, quand je jouais au basket, le fait d'avoir des personnes comme toi qui revenaient justement pour nous transmettre et nous dire attention, voilà comment ça va se passer, il faut faire attention à ça, etc. C'était vraiment quelque chose qui a fait une grande différence, et c'est vraiment super cool de voir que tu as continué ce rôle de mentor, mais à encore plus grande échelle à travers ton association, et on te félicite et on encourage tout le monde à en savoir plus sur Jouer en jeu et à se renseigner. Merci. Avec grand, avec grand plaisir. Du coup, Sandrine, moi, je veux parler un peu à ces femmes qui t'écoutent aujourd'hui et qui se disent en 2024, je veux tout péter. Je veux que mon business génère un demi-million d'euros. Je veux pouvoir recevoir une promotion à mon travail. Je veux devenir la plus en forme que j'ai jamais été, etc., etc. Souvent avec des objectifs aussi importants et ambitieux. Derrière, il y a une pression mentale, du stress, etc., qui va venir s'accumuler. En fait, je dirais que c'est le niveau de stress et d'anxiété ou de pression va être équivalent aux enjeux vers lesquels on va. Du coup, toi qui es confronté à cette pression au quotidien, puisque ton job, c'est de gagner des matchs, battre un adversaire, comment est-ce que tu gères ça? Et est-ce qu'il y a des pratiques en particulier qui t'aident à dépasser ces gros moments de stress? Alors déjà, Flo, ce qui est important, c'est de se fixer des objectifs atteignables. Ils peuvent être ambitieux, mais il faut qu'ils restent atteignables. Alors après, quand je parle à la fois d'objectifs ambitieux et d'objectifs atteignables, je parle là de sous-objectifs. Il y a toujours un objectif phare, et ensuite, il y a des sous-objectifs. Et en fait, se fixer des sous-objectifs, c'est crucial parce que c'est ce qui va te permettre de justement pouvoir, comment dire, te donner l'impression d'avancer,
et c'est pas qu'une impression. Donc, on va dire matérialiser ta progression vers ton objectif. Et aussi, ce seront des marqueurs, j'ai envie de te dire, de cap. C'est-à-dire, es-tu dans la bonne direction? Es-tu vraiment en train de graviter vers ton objectif principal? Donc, ça, c'est important. C'est-à-dire, se fixer un objectif qui n'est pas en lien direct avec ce à quoi on aspire ou qui est beaucoup trop important, ça peut faire l'effet inverse, ça peut vraiment décourager et démobiliser. Donc déjà, pour moi, la fixation d'objectifs, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Ensuite, comment faire face à cette pression? Alors, de la pression, on en aura toujours, en fait. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de s'attendre à faire sans pression, mais de pouvoir justement gérer. Alors, en fonction de la pression, hein, parce qu'il y a la bonne pression et la pression, justement, est beaucoup plus toxique. Lorsqu'on n'est pas dans un environnement approprié, qu'on n'aura pas choisi, l'idée, c'est de pouvoir justement avoir une soupape d'évacuation. Donc, ça peut être un suivi psychologique ou autre chose. Après, il y a la bonne pression qui permet justement d'être motivé, d'avoir un surplus de motivation. Comment gérer ça? Alors, c'est vrai, encore une fois, hein, la connaissance de soi, c'est la clé. C'est-à-dire qu'en fait, on fait des choix aussi en fonction de qui on est, de ce qu'on est capable d'ingérer, de donner, de supporter. Ça, c'est important. Pourquoi, à un moment donné, je choisis de partir aux États-Unis ou de partir en Italie ou de venir en France? Enfin, voilà. Et pourtant, ces trois options-là, ça peut être arrivé en même temps, mais pourtant, il a fallu faire un choix. La capacité à faire les bons choix. Ça, c'est important. Donc après, bien sûr, il y a des outils. Alors, j'ai parlé de l'accompagnement psychologique pour gérer la pression. Il y a aussi des choses beaucoup plus basiques, la respiration, détendre, la musique également pour élever son niveau de concentration. Il y a aussi, encore une fois, la connaissance des autres qui nous entourent. Donc, pouvoir aussi, on va dire, juste s'associer aux personnes bienveillantes et laisser de côté les personnes malveillantes. Qu'est-ce que je pourrais vous donner encore comme outil par rapport à la pression? Et après, en fait, pour moi, par rapport à cette pression, on va dire, parfois, elle peut être tout simplement manifestée de par des limites émotionnelles. Donc, ce qui veut dire que il y a un gros travail sur soi à faire, en fait, parce que si en soi, nous avons des barrières émotionnelles ou tangibles hein, aussi, tout simplement, qui pourraient peut-être venir se heurter ou s'effriter ou s'irriter face à un objectif en disant, ben non, tu n'es pas capable parce que tu as vécu ça dans ton enfance, parce que peut-être tu as vécu d'autres échecs dans le même domaine à peu près, ben forcément, en fait, on va se sentir doté d'une pression, alors que ce n'est pas le cas, c'est juste mental, on va dire. Donc, il y a tout ça et en fait, on revient encore sur le développement personnel. Absolument, c'est quelque chose qui est essentiel et peut-être qu'on n'avait pas encore considéré, peut-être que certaines personnes n'ont pas fait le lien du sport et le développement personnel, mais c'est quelque chose qui te fait, toi, te confronter constamment à tes peurs, tes limites, comment je vais y arriver, remise en question, responsabilité. Ce sont toutes des notions très, très importantes. Du coup, là, tu as mentionné quelque chose qui m'intéresse particulièrement, c'est justement la clé sur l'entourage. Tu as parlé de mettre de côté les personnes malveillantes, s'entourer de personnes bienveillantes. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de comment est-ce que ton entourage a influencé justement ta carrière et ton développement personnel au cours des années? Alors, clairement, je vais dire merci papa, parce que sans lui, je ne serais pas partie. Je ne serais pas partie à l'âge de 15 ans. C'est vraiment lui qui m'a poussée, avec aussi le défunt Saint-Angélé Bob. Des personnes clés, des personnes qui m'ont justement poussée à y aller, alors que clairement, j'avais juste envie de rester dans mon cocon familial. Donc, il y a ces deux personnes-là, il y a ma famille au quotidien aussi qui m'encourage et qui me montre que ce que je fais est quand même plutôt unique et de ne pas me décourager face justement à des petits loupés. C'est vrai que à mon niveau, j'ai plutôt tendance, on va dire, à tellement viser l'excellence que je suis en quelque part très facilement insatisfaite, on va dire, de résultats. Mais c'est juste le revers, on va dire, de la médaille. Mais en même temps, grâce à ces personnes-là, mon socle familial, des personnes qui vraiment parlent en mon intérêt, j'ai effectivement la juste mesure. Tout comme, par exemple, il m'est arrivé peut-être il y a longtemps hein, de perdre pied, on va dire, et d'avoir justement ces personnes-là qui m'ont rattrapé en me disant, mais n'oublie pas qui tu es. Donc ça, c'est important, connaître son socle
familial, enfin connaître son socle familial, avoir un socle familial toujours présent dans les deux cas, que ce soit, on va dire, pour nous ouvrir les yeux sur ce qu'on vit ou encore pour nous rattraper à la réalité. J'adore cette histoire. Du coup, là, on est en train d'aborder justement pendant tout ce week-end ce thème de moi d'abord. Qu'est-ce que ça t'inspire quand tu entends moi d'abord? Est-ce que c'est facile pour toi de le mettre en place? Qu'est-ce que ça représente? Non, c'est pas facile pour moi parce que je suis une femme plutôt altruiste, donc je pense aux autres d'abord. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai voulu créer l'association, clairement, parce que je voulais vraiment un cadre bien précis pour pouvoir donner, et pas donner, on va dire, à tout va et n'importe comment. Et puis, mais moi d'abord, c'est vrai que c'est important. C'est important et je n'aurais pas pu donner si moi-même je n'étais pas suffisamment riche. On ne peut pas en fait donner ce qu'on n'a pas. Donc clairement, pour moi d'abord, ça a tout son sens et c'est en aucun cas égocentrique. C'est clairement une réalité, c'est que chaque être doit être suffisamment complet, j'ai envie de te dire, pour pouvoir à la fois être équilibré dans ce monde et à la fois justement donner aux autres. Donc voilà. Et justement, je sais que quand on est souvent dans un rôle de figure publique, on a tendance à recevoir beaucoup de demandes. Justement, je l'ai vécu moi-même en observant mon frère en grandissant. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur une expérience où justement tu te mettais peut-être en dernier et quelles conséquences ça a eu sur ta vie ou ta carrière? Une situation, je me mettais en dernier. J'ai pas de situation particulière qui me vient. Juste une anecdote au basket, je me souviens très bien, il y a à plusieurs reprises, je me souviens, mon coach, un coach français qui était dans mon équipe italienne et qui me disait, Sandrine, pense à toi d'abord, parce que j'étais très sur la passe. Ce fameux entraînement. Et c'est vrai que voilà, c'est un juste équilibre quand justement on a une compréhension du jeu et de ce dont tout le monde, les gens autour de nous, a besoin pour pouvoir évoluer. C'est en même temps, parce que du coup c'est un rôle de leader que je décris, c'est aussi en fait, même si on est leader, de pouvoir penser à soi d'abord, parce que notre rapport à nous est tout aussi important, on va dire, que l'élévation des autres. Et ça me fait rire parce que malgré le fait que tu étais dans une optique de faire beaucoup de passes, donc tu es dans ce rôle de leader pour pouvoir aider tes coéquipiers à briller, tu as quand même réussi à battre le record du nombre de points marqués dans l'histoire de l'équipe de France. Donc Oui. imagine si tu pensais plus à toi. Non, c'est vrai, mais en fait, par rapport à ce titre, franchement, je le dis à chaque fois parce que ça, c'est très important. Certes, effectivement, j'ai pu marquer beaucoup de paniers parce qu'il s'agit bien d'être la meilleure marqueuse de l'équipe de France, mais c'est avant tout grâce à ma constance. C'est pas tant parce que je marquais 40 points par match. C'est parce que j'étais peut-être à 12-15, mais à chaque match, justement. Et c'est ça qui fait la différence. C'est-à-dire que pour beaucoup de personnes, il s'agit de créer l'exploit. C'est pas ça, c'est être constant, en fait. Pour pouvoir durer, il faut être constant. Et ça, c'est important. C'est très important ce que tu dis là parce que souvent on a tendance à regarder le résultat final et à se dire waouh, alors qu'on n'a pas vu tout le travail qui s'est fait auparavant. Et c'est ce que je reproche souvent au dialogue qui des fois se passe en ce moment sur les réseaux sociaux. On a beaucoup de gens qui mettent en avant des accomplissements extraordinaires sans nous révéler vraiment toutes les étapes qui sont passées avant ça. Donc oui, tu as battu ce record, mais tout ce travail constant pour pouvoir justement, comme tu l'as dit, sortir au moins, au plus que possible, tous tes matchs à 12, 15 points et ça s'accumule en fait sur le long terme. C'est-à-dire que des fois, tu as l'impression d'aller doucement et puis boum, ça accélère, mais en fait, non, c'est juste le fruit du travail des années précédentes. Exact, exact, parce que je ne suis pas forcément la plus talentueuse des basketteuses. Mais c'est vrai que ma constance m'a en quelque part garanti une place en équipe de France. C'est ça, en fait, la réalité. Parce que, et je pense que c'est ce qui donnait aussi, on va dire, aux entraîneurs une assurance dans justement l'apport de chaque individu. Donc c'est vrai que ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'insiste beaucoup. La constance dans nos actions,
Vraiment, ça c'est pas simple, hein, parce que parfois on peut se retrouver comme robotisé. Mais Mhm. être constant, c'est vraiment la clé. C'est vraiment l'une des clés du succès. Mhm. Et pour celles qui passent par des moments difficiles où elles ont vraiment l'impression que ben, elles n'y arrivent pas. Mmh. Parce qu'il y a des moments où même si tu as envie, tu as ces objectifs sur ton cœur, des grandes choses que tu veux réaliser, mais peut-être que tu passes par un creux ou une période très compliquée. Quelles sont si je peux dire, ta boîte à outils pour pouvoir te sortir du trou? Ouais. L'introspection, Mhm. l'introspection. C'est vrai que, lorsqu'on est dans des moments de moins bien, ce qui est important, c'est de pouvoir, à un moment donné, parce que c'est vrai que c'est pas simple, mais dans un délai plutôt court, calmer les émotions et faire appel à la raison. Ça, c'est important. Souvent, lorsqu'on est engouffré justement dans une dépression ou dans une spirale plutôt négative, c'est clairement émotionnel. C'est clairement émotionnel. Et plus on y reste et moins vite on en sort. Donc, ce qui est important, à un moment, c'est vrai que c'est pas simple parce que moi, je suis entraînée à le faire. Mais il faut que entraîner justement son cerveau à pouvoir calmer l'émotionnel et juste laisser parler la raison. Et Mhm. laisser parler la raison va nous permettre donc de réfléchir sur soi, de revisualiser les faits. On n'est vraiment que sur du factuel. Et là, à ce moment-là, de pouvoir tirer un diagnostic concret de notre attitude ou de notre apport. Et c'est Mhm. après que là, on va dire, OK, si vraiment, vraiment, j'ai été à la hauteur ou pas. Parce que parfois, c'est vrai, en sortie de match, je peux avoir l'impression de ne pas avoir fait mon travail. Et puis lorsque je revisualise la vidéo et que je regarde un peu après les faits, c'est-à-dire les statistiques et tout, je me dis, ben, c'était pas si mal que ça. Donc, Mhm. parfois, il y a un vrai décalage, en fait, entre l'émotionnel et la réalité. Donc, moi, ce serait mon seul conseil, d'ailleurs. C'est ça. Mhm. C'est vraiment Mhm. ce qu'il faut faire. Il n'y a pas d'autre choix. Mais c'est Redescendre pas les simple. C'est pour émotionnels. ça que je le dis comme ça, en une phrase, mais c'est loin d'être simple, en fait, Mhm. lorsqu'on n'est pas entraîné. C'est ça. Et toi, tu as fait toute ta vie, en fait, en t'entraînant à justement mieux gérer tes émotions pour être Mmh. performante. J'aurais même pas dit au prochain match, mais des fois, c'est dans la minute, en fait, où tu dois pouvoir être capable Exactement, de calmer tes émotions pour pouvoir te reconcentrer sur l'objectif du match. exactement. Wow. Merci Sandrine. Alors, moi j'ai une dernière question. Si je te dis Think Big en 2024, à quoi ça ressemble? Quelles sont tes grandes ambitions, tes grands objectifs? Dis-nous tout. Wow! Alors, think big. 2024, pour moi, donc, il y a plusieurs objectifs. Le premier, donc, les Jeux olympiques de Paris. Deuxièmement, il y a également l'association, donc je pense à différents programmes que je vais mettre en place cette année. D'autres choses, mais que je ne peux pas forcément révéler. Mais voilà, voilà ce que je peux dire. On a eu quand même des exclus, c'est pas mal. On est bien. Oui, il y a des exclus, il y a des exclus, il y a des exclus. Mais c'est vrai que voilà, c'est important de rêver grand. C'est important de rêver grand. C'est ce que j'essaie d'enseigner aussi à mes jeunes. Il faut rêver grand. Il faut oser justement, on va dire, se fixer, se projeter. Pas forcément se fixer un objectif, mais se projeter dans une dimension qui peut paraître utopique, même de prime abord, mais qui en même temps, on va dire, nous fait rêver et nous donne envie de pouvoir avancer, nous lever tous les matins. Ça, c'est vrai que c'est important. Donc, n'hésitez pas à rêver grand. N'hésitez pas à rêver grand. Il n'y a pas d'âge, d'ailleurs, pour commencer à rêver. Ça, c'est important aussi. Parfois, je rencontre des femmes qui ont 40 ans, 50 ans, et qui ont l'impression que leur vie est déjà finie et qu'elles auraient dû peut-être rêver grand avant. Moi, je veux dire que non, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Donc, allez-y. Allez-y. Et puis, c'est vrai que c'est entretenir l'espoir, entretenir, on va dire, une ambition, même cachée, ou même réveiller cette ambition au grand jour. Enfin, parce que parfois, c'est des choses en fait qui nous animent, qui nous habitent depuis l'enfance. Donc, euh, donc voilà, rêvez grand et puis entourez-vous, instruisez-vous, parce que parfois, justement, on a tendance à ne pas trop savoir comment s'y prendre. Donc, n'hésitez pas à vous former. Ça, c'est aussi très important pour pouvoir justement avoir des chances de voir votre rêve se réaliser. Yes, merci Sandrine. On est Merci vraiment à toi. heureuse. Et on te dit, ben, on te souhaite toute la réussite pour cette année 2024 Merci pour l'invitation, Flo. avec grand plaisir.